Nous nous retrouvons pour les journées internationales et digitales de la supply chain avec de nombreux rendez-vous aujourd'hui, cet après-midi et bien sûr demain. Des rendez-vous très variés qui sont d'ailleurs retransmis sur 4 continents avec des invités de 10 pays aujourd'hui et demain. Et dans un instant, nous allons parler de la technologie LED, comment peut-elle générer aujourd'hui de grandes économies pour la chaîne logistique. Avant toute chose, je le rappelle, le prix de la start-up 2020, c'est en cours. L'Agora des directeurs Supply Chain et Sprint Project vous invite à vous connecter pour élire la Startup 2020. L'adresse apparaît à l'écran. Le vote donc est en cours pour cette Startup 2020. Et je remercie aussi nos partenaires, bien sûr, que vous connaissez. Je les remercie encore. On en reparlera dans le courant de cette journée. Alors, nous nous tournons vers nos 3 invités. Merci beaucoup à Corinne Grapton d'être avec nous. Donc, vous représentez le Studio LED. Vous êtes présidente et fondatrice de justement le Studio LED qui équipe les entreprises de cette technologie. Nous avons aussi Gilles Tassery qui représente Identiq, donc une entreprise axée sur le Wi-Fi et puis sur le tracking, la détection de l'information pour la transmission justement des données. Et William Albert qui représente DHL, responsable innovation. Voilà, je commence par vous, Madame Grapton. Donc le LED, on le sait, ce sont les lumières qui équipent de plus en plus nos intérieurs, mais aussi les voitures et de plus en plus les entrepôts, de plus en plus donc la chaîne logistique fait appel à cette technologie et ça n'est pas que l'éclairage, hein, si je comprends bien. Absolument. On a l'avantage avec la LED d'avoir de l'électronique qui permet d'embarquer de l'intelligence et notamment le sujet du jour, c'est-à-dire les beacons, pour pouvoir apporter d'autres services autour de l'éclairage, puisque l'éclairage est partout. Si on prend un entrepôt, tous les mètres, il y a un point lumineux. Donc, on va utiliser effectivement ces points lumineux pour ramener de la donnée. Donc, économie d'une part d'énergie, puisque maintenant c'est même presque obligatoire d'avoir cet éclairage, mais intelligence embarquée, c'est bien ça? Absolument. Économie d'énergie très conséquente, pérennité de la solution dans le temps, puisque la technologie LED, effectivement, va tenir ses promesses pendant plus de 10 ans. Confort utilisateur, mais ça, je crois qu'on en reparlera un petit peu après. Et effectivement, une grande ouverture vers l'innovation et vers l'aide qu'on peut apporter sur le plan opérationnel, notamment dans la logistique. Et votre entreprise, donc, est un cabinet qui conseille, mais également qui équipe. En fait, nous sommes fabricants effectivement de solutions, intégrateurs de solutions justement avec Identiq sur des solutions un peu plus globales et compatibles justement quand on parle de données de tracking dans l'entrepôt. Et nous apportons toute la couche aussi service, c'est-à-dire des études d'éclairement. Éventuellement même on a un architecte dans notre équipe pour faire de la mise en valeur, parce que la lumière c'est aussi de la mise en valeur des espaces, et ensuite toute une équipe dédiée après à la coordination des chantiers, du déploiement. Avec bien sûr l'aspect respect de l'environnement qui est aujourd'hui la priorité pour cette profession. Très important. Gilles Tassery, comment se positionne justement Identiq dans cette chaîne? Alors Identiq, d'abord, c'est une société qui intervient vraiment sur le terrain. Notre premier métier, c'est d'accompagner les clients sur le déploiement de ces réseaux Wi-Fi, des terminaux code à barre, donc très très classique. Et ensuite, c'est essayer d'apporter des technologies un peu complémentaires pour aider dans le domaine du litige, de la gestion des flux. Donc sans trop rentrer pour le moment dans la technique, on a pris à un moment une orientation il y a 5 ans, qui est la technologie, ce qu'on appelle beacon, des balises de communication. Et on s'est rendu compte que l'écosystème du beacon s'élargissait de plus en plus, devenait de plus en plus une sorte de standard, voilà, puisque maintenant cette techno a à peu près 6 ans. Et au travers d'un client, on a rencontré le Studio LED et on a aujourd'hui une vision qui est assez étendue, c'est-à-dire de permettre peut-être à des solutions comme les LED, qui en effet ont un ROI très fort sur la partie lumineuse, mais d'aller un petit peu plus loin et d'utiliser son réseau pour appuyer ma techno, pour récupérer des positions, des informations de température, enfin voilà. Et aujourd'hui, Identiq a de plus en plus ce type de déploiement, de développement, et on a une approche qui est un petit peu ce qu'on appelle disruptive dans les solutions en supply chain. C'est-à-dire que oui, c'est ça, c'est disruptif parce que ça rompt avec les habitudes. Il faut y passer, quoi. Vous voulez dire, il faut oser franchir le pas. Oui, quand on parle de disruptif, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que j'ai une crainte à aller de l'avant,
Nous, on est convaincus depuis des années. Après, il faut trouver des partenaires, des clients. On en parlera avec voilà, DHL. qui d'un seul coup disent « Ok, ben, on va croire à ça, on va faire des essais ». Et puis, on se rend compte à un moment qu'on est dans la bonne orientation, qu'en effet, il y a quelque chose, mais on va taper tous les fondamentaux de la logistique. L'organisation que l'on peut avoir, la communication avec des logiciels, enfin, c'est quelque chose de très, très ample. Et en tant que PME, des fois, on se dit qu'on est un peu fou de tenter des aventures comme ça, quand on regarde au bout de 5 ans l'impact que ça peut avoir. Alors, si on regarde sur le terrain avec DHL, vous êtes responsable innovation donc de cette grande entreprise que tout le monde connaît maintenant et qui en plus se développe avec le développement du e-commerce. Vous avez fait confiance à cette technologie. C'est depuis combien de temps à peu près vous Alors c'est récent. On l'a mis en place depuis février 2020. Cette solution nous a apporté vraiment de l'agilité et de la flexibilité au niveau de nos opérations. Et puis derrière, ça a surtout apporté de la qualité de service par rapport à nos clients finaux. Aujourd'hui, nous, on était proactifs, enfin maintenant, grâce à cette solution, on est proactifs dans la recherche d'identification d'erreurs, etc. Et la solution d'Identique nous permet vraiment d'être proactifs sur l'identification de problématiques qui pourraient venir de chez nous ou du transport. Alors, mais très concrètement, ça se présente comment? Donc, on a une LED qui est en fait un détecteur électronique aussi, qui permet d'enregistrer des données. C'est ça qui est installé dans vos entrepôts? Alors là, sur un de nos sites, c'est des balises beacon qui sont installées donc, sur chaque emplacement. C'est ça, on va l'appeler la balise beacon. Voilà. C'est un mot qu'on va employer dans cette table ronde. Non pas Bitcoin, hein, je précise, ça n'a rien à voir, c'est beacon, B-E-A-C-O-N. Rapport financier, pas le même. Je suis beaucoup moins cher. Qui sont installés donc, à des emplacements stratégiques. Et cette technologie-là est couplée en fait, avec des caméras, ce qui permet qu'à chaque action de l'opérateur, il y a un séquencement en fait, des actions et des validations qui sont enregistrées sur les terminaux caméras et qui permettent à nous, les exploitants, les opérateurs, à retracer un peu le flux et justement à valider ou à invalider s'il y a des problématiques qui ont été identifiées soit par le client ou soit par nos responsables. Ça évite quel type d'erreur, par exemple? Des erreurs de préparation, des dévoyés sur du transport, vraiment ce qui nous permet de fournir une qualité de service qu'aujourd'hui recherchent nos clients, qui est proche du 100%. Et pour DHL, c'est vraiment une manière aussi d'optimiser les coûts, de réduire peut-être Alors, d'optimiser les coûts, cette solution permet en fait d'accroître notre qualité de service et donc, in fine, effectivement, de les réduire, c'est par rapport à des litiges, etc. Mais il y a aussi vraiment un aspect RSE, où le salarié prend une place prédominante et aujourd'hui, ces solutions-là peuvent parfois être plus viables et plus appréciables pour nos opérateurs dans des secteurs comme la logistique qui sont très concurrentiels en termes de bassin d'employabilité et en termes de recherche. Mais, ah oui, ça a un impact sur le bien-être, si l'on peut dire, du salarié. C'est-à-dire vraiment, ça améliore son confort au travail. Aujourd'hui, il y a des systèmes qu'on utilise, type soit la radiofréquence ou la vocale, le système vocal. Et le beacon est une technologie qui est beaucoup plus aisante pour les salariés, par exemple, que la vocale. Donc ça, c'est votre témoignage de client. Alors peut-être qu'on peut approfondir avec vous, ou peut-être monsieur de Pourry. Ah, là, si vous en avez, on peut approfondir très longtemps ensemble, avec grand plaisir. Mais parce que ce qui est intéressant pour tous ceux qui nous regardent, je pense que cette technologie n'est pas encore suffisamment connue. Hein, c'est ça qu'il faut bien préciser. Ça n'est pas juste une question d'éclairage, c'est l'intelligence artificielle qui arrive dans les entrepôts et dans la chaîne logistique. Et c'est une technologie de demain, mais qui existe aujourd'hui. C'est exactement ça. La philosophie de base, c'est de repartir dans une communication, un échange au travers de ce qu'on appelle, nous, un PDA ou un téléphone. Si je prenais un parallèle entre du RFID et du beacon, le RFID, ce serait l'ancêtre du beacon. Dans le RFID, je vais avoir des tags, ce qu'on appelle des tags. Je vais envoyer une onde vers ces étiquettes et elles vont me répondre. Mais c'est très difficile de localiser l'étiquette, de savoir à quelle distance je suis. La technologie beacon, qui à la base a été inventée par Nokia, c'est différent. J'ai une balise qui va émettre son nom, et donc je vais avoir un récepteur, un PDA sur Android, ça peut être une montre, qui va écouter cette balise, et si par exemple j'ai 100 balises, je ne vais vouloir utiliser que celle qui va se trouver à une distance d'1 mètre et qui a ce nom-là. Et à partir de là, on a commencé à rendre une supply chain très intéressante, c'est qu'on a commencé à connecter. En gros, on connecte des emplacements, on connecte les quais directement avec l'opérateur. Donc s'il a un terminal avec lui, il approche ce terminal d'une balise, je sais qu'il est au bon endroit et il peut faire un geste. Voilà, donc
Pour moi, on a la chance d'être très très en amont. On a en effet des gens comme DHL qui nous ont suivis, non pas sur un POC, mais il faut carrément dire sur un pilote complet, puisque au travers de ce que vient de dire, ce que vous venez de dire, William, c'est vraiment de la prise du produit à la pose sur le chariot qui est filmé, à la dépose de la palette qui elle aussi est filmée, au passage au quai où on a des beacons pour valider le chargement. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est la seule société à digitaliser un flux. Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'on crée une data qui, en tout point, en temps et en espace, est équivalente à une action physique. Et ça change complètement la donne. Alors, les WMS, avec qui d'ailleurs on vient de signer des accords, je pense à des gens comme Ardis, à Canea, à CEP et autres, sont en train d'intégrer ces technos. Et au travers des LED, notre but, c'est d'aller plus loin. C'est-à-dire que moi, je vais avoir une localisation très petite, très fine d'un acte, mais avec les LED, je peux avoir une localisation beaucoup plus large. Quel est le parcours qu'a fait un Fenwick, où est-ce qu'ils sont allés, qui l'a mis dans la zone de charge, combien de temps il a été utilisé. Voilà, on ouvre la génération des data. Ce qui est très fort actuellement, c'est qu'on devient un alimenteur de big data. Et surtout avec le client, un lien permanent et direct, instantané. On a un lien direct avec le client, on a une humilité dans la techno, ce qui est, comme je dis à chaque fois, qui est très rare chez moi. Pour ceux qui me connaissent, l'humilité, c'est pas trop mon truc, mais on construit la solution avec le client. Et ça, c'est très, très intéressant. Lorsqu'on a mis en place le picking, je crois qu'on a à peu près 800 emplacements sur palette. C'était quelque chose que l'on n'avait pas réalisé. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur l'ergonomie, on a travaillé sur le geste avec le client. Et aujourd'hui, un préparateur vient, il tend les mains, il prend son produit, automatiquement, il est acquitté dans l'environnement. Et ça, c'est très, très intéressant. On est dans de la construction et on n'est pas dans de l'imposition d'une technologie. Voilà. Avec des développements, bien sûr, futurs, importants, on en parlera tout à l'heure. Le client, lui, DHL, depuis le mois de février, c'est ça, vous l'avez fait juste avant la crise sanitaire. Ça vous a aidé d'ailleurs peut-être à mieux gérer les flux. Ça ne nous a pas plus ou moins aidé à gérer les C'est flux. maintenant que ça va jouer son rôle. Voilà, après, avec ces technologies-là, on a vraiment des process en fait, qui avaient été validés en amont, justement pour avoir une pérennité post-installation du système identique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, fondamentalement, on a fait un travail en amont pour intégrer cette solution-là, mais elle n'a pas changé fondamentalement les process en fait, des salariés. Donc il n'y avait pas une perte, on va dire, ce qu'on appelle les learning curves, les courbes d'apprentissage, qui étaient liées justement à l'intégration de cette nouvelle solution-là. Et la force vraiment de cette solution, que ça soit identique ou le Studio LED, c'est qu'ils peuvent s'intégrer sans vraiment changer les manières de travailler des salariés ou des opérateurs. Donc ça, c'est vraiment un intérêt pour des prestataires logistiques ou des intégrés de mettre en place ce type de solution. Et vous, responsable d'innovation chez DHL, on vous a présenté cette technologie, vous avez tout de suite senti, vous avez eu un rôle décisionnaire? Alors, présenter, non. Alors moi, je suis plus prescripteur en fait au sein de DHL, donc c'est moi qui allais à la rencontre. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Vous avez senti l'intelligence du système. L'intelligence du système, et puis après, il faut quand même remettre. Identique a eu certains prix. Le prix de l'innovation, voilà, au CITL. Et puis moi, je les avais découverts par le biais d'un de mes confrères et concurrents sur le marché, par lequel Identique avait gagné aussi un prix. Et c'est par la veille technologique que je suis tombé sur eux. Donc c'est très bien. Alors Corinne Grapton, vous qui êtes la promotrice de cette technologie et solution, comment justement on dit le LED ou la LED peut-être, la Light Emitting Diode, apporte un confort, un bien-être, indépendamment aussi de la partie intelligence artificielle. Comment on peut l'expliquer ça? Et puis écologique aussi, hein. Quelles sont les vertus de la LED? La première vertu, si vous parlez avec un patron financier, ça va être effectivement d'apporter premièrement des économies. Ça, c'est vérifié. D'ailleurs, le projet et l'offre sur laquelle nous travaillons, alors nous aujourd'hui, seulement avec la LED intelligente, avec nos clients, c'est des contrats de service qui peuvent aller jusqu'à avec des contrats engageants pour justement la réduction de consommation d'énergie et les économies à réaliser. Donc, un contrat qui ne coûte rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas éclairé en LED, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il dépense de l'argent, il n'est pas très écolo, il consomme. Sans le savoir d'ailleurs, parce qu'il paye sa facture. Donc nous, notre approche, c'est vraiment
d'arriver, d'accompagner le client pour effectivement réaliser ce projet sans aucun effort financier, voire en générant des économies. Alors justement, sur le plan des économies, on l'évalue maintenant, le gain? Oui, Géodis, par exemple, si je prends cet exemple-là, c'est 94% de réduction de consommation d'énergie. Donc on ne parle pas de rien. Quand on parle de la planète, de la transition écologique, je crois qu'il y a un vrai sujet quand même aujourd'hui en France et partout dans le monde. Donc déjà, faisons ce pas. Mais après, quitte à faire ce pas, et là quitte à faire ce pas, j'en arrive à dire, mais à ce moment-là, réfléchissons ensemble en mode projet stratégique avec le client sur puisque la LED, elle peut, comme on vient de le dire, donner du service, de l'information sur le plan opérationnel, structurel, eh bien, réfléchissons ensemble pour installer, déployer ce réseau, cette infrastructure de points lumineux intelligents. Et pourquoi pas aussi aller chercher d'autres retours sur investissement. Typiquement, quand on réduit les litiges, parce que simplement, on a intégré une technologie qui correspond à une attente et un besoin client, eh bien, calculons, au lieu de calculer le prix d'achat d'une solution, regardons ce que ça va nous rapporter. Et qu'est-ce que ça va nous apporter également? Moi, je suis DHL ou je suis Géodis, j'ai un avantage compétitif, concurrentiel vis-à-vis de mes concurrents à être doté de certaines technologies et services parce que j'apporte de la donnée, j'apporte des indicateurs et j'apporte des réponses claires, factuelles à mes clients. Maintenant, je me permets, sur un point qui est très important et qui n'a plus rien à voir avec effectivement l'aspect économique, l'aspect technologique, c'est effectivement le confort et le bien-être de cet éclairage qui est d'extrêmement meilleure qualité. Je crois qu'il y a une photo qui est en train de passer actuellement. Je vous donne un exemple. Le avant, qui est en jaune évidemment, c'est 16 points lumineux. Alors là, c'est un exemple chez un site client. Le après, on voit bien que c'est beaucoup mieux éclairé. Il n'y a que 10 points lumineux. Donc en gros, le client, non seulement on lui apporte pour ses collaborateurs un meilleur confort de travail. Pour un centre logistique, là, c'est exactement la même chose. C'est Epner à Reims. Avant, après, au niveau de productivité, image de marque, je crois aujourd'hui que ce qui est important, c'est quand même les gens qui habitent ces espaces, ces bâtiments et qui sont là, qui ont besoin effectivement qu'on s'occupe d'eux. Donc au début, il n'y a pas de réticence après, quand on adopte ce nouvel éclairage. Peut-être que ça change. C'est vrai qu'il y a un éclairage différent dans les premières heures. C'est pour ça que ça s'accompagne. Voilà. C'est pour ça qu'il faut discuter avec les clients pour vraiment voir quelle est la solution la plus appropriée qu'on va pouvoir déployer en termes d'atmosphère lumineuse autour de ces besoins et des normes aussi d'ailleurs. Alors peut-être le tracking, question complémentaire, c'est pas quelque chose de vraiment nouveau. C'est vrai, avec les étiquettes RFID notamment, ça existait. Comment justement convaincre des entreprises, Géodis l'ont fait d'ailleurs et également DHL, comment les convaincre d'adopter cette technologie naissante? Je pense qu'à la base, ce qu'il faut déjà bien identifier, c'est qu'on est dans un milieu qui n'a pas beaucoup de moyens, qui génère des grosses sommes d'argent, mais qui n'a pas les moyens suffisants qu'on pourrait avoir dans, dans la chimie, les labos ou certaines industries. Donc il faut qu'on propose des solutions qui soient simples à mettre en œuvre, vous l'avez dit tout à l'heure, qui plaisent aux utilisateurs, qu'on puisse démultiplier et surtout qui apportent quelque chose de complémentaire. Le tracking, donc ça veut dire qu'il faut que les idées soient simples. Mais il n'y a pas besoin de partir dans des méandres technologiques. Le tracking, la base, elle est simple, c'est je filme, j'ai des opérations physiques qui sont réalisées, je récupère les informations d'un logiciel WMS, TMS, je fusionne ça avec mes caméras et je donne à disponibilité du client un outil d'enquête. C'est-à-dire que si je sais que Gilles a lu une palette hier matin à 10h28 devant le quai 8, je sais que c'est la caméra 11. Et à partir de là, je vais afficher cette information-là. Après, nous sommes allés beaucoup plus loin, parce qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup dans la messagerie. On suit des convoyeurs entiers, Chronopost, Mondial Relais, Relais Colis, tous ces gens-là qui ont des indices de performance très très forts, parce qu'ils sont en B2C, ce qui est compliqué. Mais on travaille aussi sur le e-commerce. Donc le tracking est simple. Le beacon est différent, c'est un apport uniquement d'une localisation à ce que j'ai filmé. Si je sais où j'ai filmé, donc si je génère moi-même l'information, je peux facilement accrocher une image. Et à partir de là, on présente ces solutions-là aux clients qui nous dissimulent un peu la vérité, parce que nous, à chaque fois, on leur dit, mais c'est quoi le volume de litige? Et les clients nous répondent à chaque fois, moi, j'en ai pas. Ou pas beaucoup, voilà. Or, c'est le principal levier sur lequel on peut travailler pour avoir des ROI.
D'accord, je ne parle pas des gains en ETP, ce n'est pas du tout le sujet aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut améliorer une productivité, mais certainement pas se passer de masse salariale. Par contre, on va créer un confort. Et donc, quand on apporte cette solution auprès du client, lui, son réflexe, c'est de prendre son budget et de le rapprocher à des postes d'amortissement. C'est un peu ce qu'on a fait d'ailleurs ensemble avec DHL. Et nous, ça nous permet de caler nos solutions pour savoir à quel moment il sera intéressant de faire une gestion des quais, qui peut être une priorité pour certains logisticiens, de dire je veux que cette palette soit dans tel camion de façon précise, ou d'autres qui vont nous dire moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de filmer une table de préparation. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'entre les LED et ce que j'ai, je peux savoir où se situe l'action. Voilà. L'image est conservée combien de temps? Alors là, on rentre dans des cas tout à fait standards et légaux, c'est-à-dire que l'image, c'est 30 jours. Donc c'est 30 jours dans le cadre d'un vrai litige humain. Je ne rentrerai pas dedans, ce n'est pas mon métier, la sûreté. Par contre, on peut la conserver beaucoup plus longtemps dans le cadre d'un process. Parce qu'au travers de l'image, on pense souvent à litige, mais je peux aussi savoir si mon process a été bien mis en place, si mes convoyeurs répondent bien, pourquoi j'en ai fait ce qu'on appelle nous des bourrages dans un convoyeur. Est-ce qu'à un moment, un opérateur dans une charge, peut-être que son environnement est un peu difficile? Est-ce qu'en effet, il a les bons outils? Ça aussi, c'est des choses qui sont importantes. C'est-à-dire qu'il faut intégrer l'outil et l'image, non pas comme quelque chose qui va contrôler, mais comme quelque chose qui va accompagner. Aujourd'hui, les entrepôts sont immenses et nos clients ont de moins en moins de visibilité sur les sites. Il faut imaginer ça, on parle de 20 000, 100 000, 200 000 mètres carrés. Comment des encadrants peuvent avoir une vue d'ensemble? Voilà. Donc l'image, la localisation nous permet d'apporter ça. Donc il ne faut pas y voir, si vous me permettez l'expression, un flicage interne en entreprise. Je pense que là, vous pouvez apporter le témoignage chez DHL, comment ils ont réagi les salariés. Il y a eu un gros travail de l'ensemble des équipes, à la fois RH, à la fois opérationnel, pour vraiment présenter ce sujet comme quelque chose qui va nous aider, nous accompagner, parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, on délivre une prestation de service et que notre but, c'est de garder nos clients. Donc, d'apporter la meilleure qualité de service. Et ces outils-là, comme je le disais en préambule, ça va nous servir vraiment aussi à être nous proactifs, à analyser nos erreurs et justement à mettre en place des plans d'action pour corriger ces erreurs et pour que le client soit satisfait de la prestation délivrée. Et depuis février que vous avez installé ce système, vous avez déjà noté Oui, on a eu on a noté certaines évolutions, certaines à laquelle on ne s'attendait pas, vraiment de la performance en termes de fiabilité de nos stocks. De la préparation, donc là effectivement ça a joué un rôle aussi sur les préparateurs, mais on a vraiment amélioré notre qualité de service parce qu'on a pu vraiment identifier là où ça n'allait pas et mettre en place les actions correctives, comme pouvait expliquer Gilles, mais là c'est plus vraiment sur des process humains de la préparation humaine. Mais est-ce que ça peut encourager des partenaires, je pense à Amazon qui passe par vous, j'imagine, pas vraiment. Non. Ils ont leur propre système de distribution, d'accord. Alors d'autres, disons, ça peut les inciter, les partenaires, à aussi s'équiper pour pouvoir avoir un suivi. Alors après, ce qu'on disait, c'est que effectivement, le système à la fois du Studio LED ou d'Identique, c'est un système qu'on appelle IoT, donc l'Internet des objets. Ce qu'il faudrait que nous, on arrive à intégrer en tant que prestataire, ça serait vraiment de mettre en place ces systèmes d'IoT de bout en bout de la chaîne logistique pour justement créer un maillage et d'enrichir le big data. Créer la chaîne. Voilà, et de créer le big data pour après justement exploiter ces données et avoir in fine des prévisions prédictives, d'avoir une vision prédictive sur la consommation, sur des leviers type d'employabilité ou sur des variations saisonnières, etc. Oui, parce qu'avec le boom de la vente à distance, j'imagine qu'il va y avoir des besoins. Et alors, justement, le personnel chez vous n'a pas été hostile à cette technologie? Alors, au début, est légitime, parce que je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément anodin quand on présente le projet, on va dire, de but en blanc. Mais effectivement, comme le disaient Corinne et Gilles, l'importance, c'est de présenter la solution, mais le plus gros du travail, c'est l'accompagnement et vraiment la verbalisation de pourquoi l'utilisation de cette techno-là plutôt qu'une autre, et de montrer, après, les salariés, ils sont autant compréhensibles que nous, et quand il y a un intérêt pour la société, pour l'entreprise,
Et il faut qu'on y aille parce qu'aujourd'hui, voilà, l'objectif premier reste. C'est vraiment important ce plan accompagnement. Et c'est vrai que Pédagogie. La pédagogie, parce que dans un projet, il n'y a pas que de l'idée, il n'y a pas que de la réalisation, il y a entre les deux, en fait, fédérer, bien faire comprendre. Et l'accompagnement, c'est aussi faire en sorte que chacun devienne acteur de la réussite du projet. Donc, ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est d'être capable d'accompagner pendant la réflexion du projet, pendant la mise en œuvre, et surtout de rester après, de pouvoir répondre, de pouvoir après continuer à penser, à réfléchir pour faire évoluer la solution dans le temps, et pas que cette solution, elle ait été l'objet d'une réflexion entre deux personnes, on va dire. Non, il faut. Aujourd'hui, je pense que le challenge, c'est vraiment de dire les positions que je prends aujourd'hui, elles ne doivent pas m'enfermer dans ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Mais en tout cas, elles doivent pouvoir évoluer pour justement atteindre d'autres niveaux de performance demain. Et effectivement, que ça reste simple, sur mesure et adapté à mon cas. C'est ça. Et pour être vraiment bien précis, cela peut sortir des entrepôts et être appliqué à d'autres opérations logistiques. Ça n'est pas, on pensait au camion par exemple, c'est possible d'utiliser cette... Surtout que le beacon, par exemple, il est capable de capter, donc on a dit des flux, donc de la présence, de la température. En fait, il y a d'autres données qui sont consolidées qui peuvent être consolidées autour de cette balise. Et le point lumineux, évidemment, de la consommation d'énergie. Donc, si on prend l'exemple de la température, on peut imaginer un beacon dans un camion frigorifique. Et on peut savoir ensuite tracer, effectivement, s'il n'y a pas d'écart de température pendant l'acheminement du bien, du produit, jusqu'à sa destination finale, qui est quand même le client, qui ne doit pas être intoxiqué. Donc, on avait réfléchi l'année dernière, pendant le SITL, justement, à essayer d'apporter cette chaîne de bout en bout. Mais encore faut-il fédérer, faire comprendre qu'il y a des solutions qui existent. Mais pour ça, ça veut dire, effectivement, aussi bien le logisticien, nous, le client final, en fait, devrait parler tous le même langage pour faire en sorte que ces solutions qui existent, elles soient réellement utilisées de bout en bout de la chaîne. Ça va venir, ça va sûrement venir. Je pense que c'est le but, c'est de faire connaître cette technologie. Du coup, ça va démoder toutes les autres technologies de tracking. C'est surtout une façon de penser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que nous, on voit, c'est quoi? Le beacon, c'est une technologie grand public. C'est-à-dire qu'à la base, c'est quand même fait pour faire du parcours client, c'est du marketing. Je positionne des beacons, j'ai une application sur mon téléphone, je me déplace dans le magasin, je sais combien de temps je suis resté à tel endroit, quel produit m'intéresse. Et voilà. Le fait d'amener un beacon qui va avoir une valeur comprise entre 10 €, 50, 100 € sur les modèles dans l'industrie, on casse complètement les moules. Moi, je donne un exemple très simple, et je m'excuse pour les fabricants de chariots. Aujourd'hui, lorsqu'on veut équiper un chariot de détecteur de choc, on va avoir un abonnement annuel ou on va avoir un investissement de presque 1 000 €. On place un beacon à 20 €, il va détecter les chocs et renvoyer de la data. Donc, on casse beaucoup de modèles, même économiques. C'est ça qui est vraiment très, très intéressant aujourd'hui. Donc, il faut amener le client, en effet, là, dans cette orientation. Il faut aussi amener l'informatique dans l'orientation. Parce qu'aujourd'hui, on ne travaille que sur Android. Il faut quand même bien identifier que dans la logistique, on a des logiciels WMS qui sont là depuis des années. Certains sont plus dans le vent que d'autres. Je pense à des solutions comme Reflex qui sont passées au web. Mais on a quand même beaucoup de systèmes qui sont encore très anciens. Et là où je vous rejoins, et je me tourne vers William, la réussite qu'on a eue, c'est qu'on a eu un excellent accompagnement sur le projet. Parce que mettre en place une nouvelle solution, c'est avant tout un accompagnement. C'est l'identifier, le réaligner au bout de 15 jours, un mois, modifier, changer notre façon de travailler, des réglages, accompagner les intervenants. Ça, ce n'est pas le métier d'identique. Nous, on s'est rendu compte, on l'a fait initialement pour prouver la techno, mais aujourd'hui, on a besoin de cabinets. Donc, on travaille avec des sociétés comme Accept, Adameo, là, on a des contacts avec des gens comme Capgemini, Sopra, qui vont prendre en charge, demain, l'accompagnement et la refonte de la logistique. Avant de passer aux questions, parce que Brice Giraud va vous relayer donc, les questions qui sont arrivées, non pas au standard, mais disons sur Internet. Alors, juste une dernière question. Combien de temps faut-il pour déployer cette technologie? C'est la toute dernière question. Voilà, ça se fait en combien de temps? Une fois qu'on a dessiné l'offre technique qui va bien, sachant, comme on a dit, on reste quand même assez simple. Il va falloir, en 3 mois, c'est déployé.
en moyenne. C'est l'intégration informatique, on va dire ça. En règle générale, j'ai rien contre les informaticiens, mais voilà, on les chamboule un peu, donc il faut bouger les lignes. Eh bien, écoutez, il nous reste un quart d'heure pour les questions. Je passe le relais à Brice Giraud, donc beaucoup d'interrogations sur cette nouvelle technologie prometteuse. Bonjour à tous. Première question, où sont placés les beacons? Rack, carton ou palette? Alors, la question est très intéressante parce qu'elle est justement dans le prolongement de ce que je disais tout à l'heure sur le RFID. Le RFID, c'est une techno où on est parti du principe qu'on allait identifier un colis. Et on va identifier 1000 colis pour un seul perdu. Donc, c'est quelque chose que j'estime, moi, comme étant pas forcément la meilleure façon de répondre à un problème. Nous, on va plutôt travailler sur des emplacements. C'est-à-dire qu'on va rester sur le rack, on va se mettre sur le quai, et c'est le geste de déposer un produit à cet emplacement qui va faire que j'ai la bonne référence à cet emplacement. Donc toute action qui va être faite sur l'emplacement B22, je sais que je vais prendre peut-être des gobelets. Donc c'est totalement différent de la façon de travailler en RFID où j'identifie, je fais de la masse et j'essaie de faire des lectures massives. Là, ce qui est très intéressant, et on en parlait à l'instant, on remet l'homme dans son flux logistique et on l'aide. Aujourd'hui, dans les WMS, depuis des années, il doit lire un code à barre pour valider qu'il est au bon emplacement. Et donc, ça le freine. Donc, il contourne le système. Le vocal, aujourd'hui, on sait que c'est quelque part pour moi une hérésie, et malgré tout ce qu'on peut entendre, aujourd'hui, on fait travailler des gens et s'arrêter 2 fois pour confirmer des codes. Le beacon, c'est « je sais que tu es au bon emplacement, tu peux faire le geste ». C'est ce qu'on appelle, nous, un geste connecté. On le voit bien d'ailleurs. Là, le préparateur a un terminal sur le bras. Le beacon est juste au-dessus. Et dans une fenêtre, dans une bulle, une sorte de ballon, on va dire, un très très grand ballon, quand il aura passé son terminal, on sait qu'il était à la position attendue. Voilà. Autre question, avec la crise du coronavirus, plusieurs entreprises réorientent l'usage de leurs beacons pour garantir la distanciation physique. Une société américaine, par exemple, envoie aux utilisateurs une alerte quand une personne se trouve à une distance inférieure à celle préconisée. L'objectif étant d'équiper les salariés présents dans des entrepôts, des sites de production, afin d'assurer sur ces lieux les mesures sanitaires. Qu'en pensez-vous? Alors, aujourd'hui, effectivement, il y a des solutions qui existent et qui sont complètement réalistes sur l'utilisation effectivement des beacons, puisqu'on a dit que ça traquait les flux de personnes. Il suffit qu'on ait un badge, il suffit qu'on ait le badge, ça suffit, hein, sans anonyme. De manière à pouvoir effectivement prévenir, d'abord avoir une cartographie des flux avec les distanciations, et ensuite, pourquoi pas, pouvoir prévenir la personne quand elle se trouve trop près ou qu'il y a eu trop de monde, par exemple dans un ascenseur ou autre. Donc effectivement, les points lumineux, encore une fois, ils sont partout, donc on va pouvoir capter de la donnée. Et ensuite, c'est l'utilisation de cette donnée qui va tout changer. Aujourd'hui, on parle de distanciation sociale. Demain, on pourrait parler de port de masque. On peut mettre aussi des caméras, par exemple, et utiliser les données de ces caméras pour le port de masque. Ça peut être le volume de personnes. On n'est pas obligé de parler de distanciation, mais de nombre de personnes dans un lieu à l'instant T. Ça peut être, on parlait de sûreté de la personne. Imaginez, des fois, vous avez des entrepôts, vous avez 30 000 mètres carrés où il y a énormément d'espace pour pas beaucoup de personnes dans l'entrepôt. Donc, c'est simplement lui, avec un badge qu'il a sur lui, un accéléromètre. Si par exemple, demain, cette personne seule dans l'entrepôt, en train de faire son boulot, il lui arrive quelque chose, il tombe, il est en mal, il peut même appuyer sur un bouton et être repéré. En fait, il y a voilà, tout est possible et ça existe et ça marche aujourd'hui. Chez Geodis, aujourd'hui, c'est actif. Est-ce que je peux intervenir sur le sujet? Bien sûr. Juste en complément. On a sorti, pour faire un peu le buzz en plein Covid, une application de distanciation sociale autour du beacon. On a d'ailleurs été pratiquement dans les premiers à sortir ça. On l'a mise à disposition gratuitement sur le site web. On en a vendu ou donné aucune. Donc faites attention à ce projet de distanciation sociale, perdez pas trop de temps, il faut rester dans le raisonnable, mais si on n'a pas de seconde vague, voilà, je déconseille les gros investissements. Par contre, ça nous a permis à nous, et là je rejoins Corinne, d'avoir un énorme effet de reconnaissance de la technologie beacon. Un internaute souhaite avoir un peu plus de précision sur le ROI généré. Est-ce qu'on a un peu une mesure de ce ROI? Alors le ROI,
il faut déjà différencier les technologies du StudioLED et de Identique. Nous, le ROI sur Identique, il a été calculé sur une durée à peu près d'un contrat avec nos clients. Donc généralement, c'est 3 ans. Donc cette solution-là, nous on va l'amortir sur 3 ans. Et concernant l'éclairage LED, je pense que les ROI, ça va vraiment dépendre de l'usage. Et ça peut aller de 1 an à 5 ans selon le type de solution qu'on va mettre en œuvre. Parce qu'on n'est pas en train de parler d'éclairage, mais de solution. Donc la solution globale, autofinancée, sans effort financier identique le Studio LED, on peut estimer, le dernier cas qu'on a eu, c'était 3 ans. Donc là-dessus, pareil, hein, pour enchérir, ça va vraiment dépendre du sujet qui va être traité par le client. Si par exemple on prend un cas de litige, aujourd'hui on sait qu'en tracking vidéo, on va avoir une récupération de 70 à 80% du volume financier des litiges. Aussi bien dans la rapidité dans laquelle on va traiter l'information pour retrouver la problématique, que dans les gains qu'on peut avoir avec le client et le traitement. Donc c'est pour ça que je dis toujours, si un client a une somme en tête, je pense qu'il ne faut pas qu'il hésite à la communiquer pour qu'on sache si en effet on fait un go-no-go sur un projet. Sur le beacon, ça va être la fiabilisation des stocks. Hein, le beacon en plein Covid est très intéressant parce qu'on n'a pas de contact, on n'a pas de casque, on n'a pas eu à gérer tous les consommables, enfin toutes ces problématiques-là. Donc c'est très large, je pense. Hein, le domaine du ROI est très 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 large aujourd'hui à travailler. Ouais, tout à fait. Il faut vraiment prendre sujet par sujet dans le dossier. Sur la réorientation des activités des personnels, hein, l'utilisation de ces beacons qui permettent de réduire les activités à faible valeur ajoutée, ce qu'on a déjà un petit peu un retour d'expérience chez DHL ou ailleurs sur quelle était la valorisation, sur quelles activités ces personnels ont pu se réorienter, quel gain de temps? De réorienter le personnel après l'intégration, je ne comprends pas trop la question. La question portait sur les activités à faible valeur ajoutée qui sont du coup économisées par Le redéploiement du par personnel, la technologie beacon. Le beacon, il ne supprime pas, enfin là je pense qu'on peut être clair là-dessus, il ne supprime aucun poste. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appellerait on va dire vulgairement de la corobotisation. C'est vraiment placer le salarié ou l'opérateur avec une assistance technologique, donc en l'occurrence soit du LED ou soit du beacon, pardon. Et il n'y a pas de suppression de poste à l'utilisation de ces technos-là. Il y a une meilleure efficacité, une meilleure productivité. Il y a une meilleure productivité, il y a une efficience dans la recherche, justement. Gilles parlait tout à l'heure du traitement des litiges. Effectivement, si on prend des exemples où aujourd'hui, sur des sites, on est en RF ou en papier pour des sites logistiques, avec par exemple un entrepôt avec 2 équipes dépostées, la compréhension de la problématique, justement pourquoi ce colis-là n'a pas été mis ou pourquoi cette palette n'a pas été envoyée, de consolider les informations par rapport à des intervenants qui travaillaient le matin ou qui travaillaient le soir. Là, je peux centraliser via un logiciel toutes ces données-là et permettre justement à la personne qui est en charge d'analyser le problème et de comprendre d'où vient ce problème-là. En 5-10 minutes, c'est réglé. Alors que initialement, sur des technos différentes ou sur des sites avec, en solution papier, là, ça pouvait prendre effectivement plusieurs heures, voire quelques jours, le temps d'avoir les informations de tous les intervenants. On est pour moi sur ce qu'on appelle le human-centric design, c'est-à-dire qu'on remet l'homme au milieu de l'entrepôt. Aujourd'hui, avoir du personnel dans un entrepôt, c'est très compliqué. Il y a une foultitude de demandes. Si son environnement est mal éclairé et froid, si son geste est compliqué en logistique, il ne va pas hésiter à changer d'entrepôt. Les sommes sont à peu près équivalentes. Ou à ne pas le faire du tout, à dire je refuse le poste. Il suffit qu'il ait une mauvaise expérience avec du vocal ou avec ce qu'on appelle du rucher, enfin toutes ces problématiques-là, il ne voudra plus travailler là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va amener le confort dans son environnement, on va amener le confort dans le geste. On est en geste connecté. On va déresponsabiliser une partie de la personne sur des opérations qui ne sont pas pour elle. Quand on travaille au niveau des quais, lire une palette, passer, tendre la main pour lire le code barre du quai, rentrer dans le camion, je suis désolé, ce n'est pas humain. Nous, on lit la palette, il passe et automatiquement, on a fait l'acquisition. Donc, voilà, je rejoins, il n'y a pas de gain de TP. Il y a vraiment un confort de travail. Je pense que ça, c'est important. On pourrait même dire,
ça serait bien même de créer un ETP pour la gestion des données, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est magique. Il y a des données, on collecte des données. Et nous, ce qu'on propose, par exemple, alors pour notre partie, c'est gestion de l'énergie, gestion des données à travers cette infrastructure de points lumineux, c'est d'apporter aux clients de la donnée structurée. Exactement. Aujourd'hui, la donnée, elle est dans tous les entrepôts. Alors, elle est papier, elle est, je vais dire, un peu digitale, mais le digital, je crois qu'on est, tout le monde en parle, mais on est vraiment au début de l'exploitation de ce que peut faire le digital au service de l'opérationnalité. Il faut voir qu'avec cette solution-là... Donc, créons un poste digital logistique. Non, mais dans ces solutions, on va pouvoir générer des visualisations temps réel de chargement de camions, par exemple. Je peux avoir le nombre de préparateurs qui sont dans une allée. Pourquoi j'enverrai un 5e si j'en ai déjà 4 ? On est au début d'une histoire. Alors, je fais partie et j'ai la chance d'être accompagné des gens où on va projeter dans le futur, mais on va rendre en effet une data vivante dans un environnement qui est vieux. La logistique et le transport est un environnement qui, depuis 20 ans, n'a pratiquement pas bougé. On parle d'automatisme, oui, mais enfin, l'automatisme, ça fait longtemps que ça existe. Voilà. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est un mix qui va être entre le robot, l'automatisme, ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire le fait de mettre l'homme accompagné par la techno, donc l'homme amélioré ou amplifié. Je pense que c'est ça, l'entrepôt. On n'est pas la solution, on est une des solutions pour gérer un flux. Il faut tous travailler ensemble pour améliorer et apporter de la valeur ajoutée. Alors, valeur ajoutée, ça peut être justement... aujourd'hui, je n'ai pas le temps de m'occuper de la donnée. Par contre, je confie ce contrat de service pour que vous m'exploitiez en fait à un tiers, ce qui peut être le studio LED. On en serait ravis. Et ensuite, on travaille justement avec des acteurs, avec des écosystèmes aujourd'hui identiques, le studio LED. Demain, peut-être d'autres acteurs qu'on identifiera grâce à nos clients. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que on travaille tous ensemble dans un seul objectif, c'est donner plus de compétitivité à nos clients, qui eux-mêmes offrent d'abord à leur environnement propre interne plus de confort, de productivité, d'aisance, et puis deviennent effectivement... Est-ce que ça nécessite le recrutement de spécialistes pour gérer les données? Est-ce que ça va créer des nouveaux emplois peut-être Aujourd'hui, on a un contract manager en fait, qui s'occupe de récupérer la donnée. Tous nos points lumineux sont connectés. En un point, à Colombes, au siège, on a la vision des données de consommation chez nos clients. Donc après, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Si on n'en fait rien, mais c'est justement, donnons de la valeur à cette donnée, permettons aux clients d'avancer, de continuer ses projets, et de lui apporter, c'est à nous d'apporter des idées. C'est vous qui traitez les informations? On peut traiter. C'est DHL qui traite de son côté les propres données, j'imagine quand même. Alors sur la technologie, ce que vous avez mis en place, j'imagine que là c'est DHL qui... Et vous avez donc recruté des spécialistes, des data scientists qui sont... Alors nous on a la chance d'avoir beaucoup d'ingénieurs, d'ingénieurs méthodes et process et d'ingénieurs on va dire spécialisés dans le traitement de données. Donc on n'a pas recruté à proprement parler, on a enrichi, on va dire, la formation de certains des salariés sur ces points-là. Il nous reste 2 minutes pour conclure. Peut-être une dernière question, Brice? Une dernière question. La technologie Beacon est-elle adaptée soit à beaucoup de références à gérer, soit à un taux de prise important au regard de la gestion des stocks, des erreurs de préparation? En bref, est-ce la fin de la technologie RF commande vocale? Alors, oui, moi je veux à tout prix qu'on remplace le vocal, mais voilà, pourtant j'ai plein de clients équipés en vocal, et j'en ai vendu, j'en vends, par le confort. Mais ce n'est pas la fin du vocal. C'est-à-dire qu'on va avoir une grosse vague qui est aujourd'hui l'arrivée de la technologie Beacon dans des prises simples, sur palette. On sait aller jusqu'à des petits emplacements de à peu près 30 cm, on sait faire du rucher. On s'associe, vous parliez d'écosystème avec Pikeos pour faire même des LED et dynamiser l'environnement. Mais c'est surtout une autre façon, je dirais, d'aborder la prise de produit. Donc on peut aller sur des environnements petits, mais lorsque vous allez sur des tout petits pickings, le vocal sera toujours, et encore pour moi, une longue vie devant elle. D'accord. Après, je pense que la plus grosse difficulté, c'est est-ce que l'homme va vouloir un jour continuer à faire ça? On a des projets très importants actuellement avec des groupes majeurs, et j'aime leur approche, je ne peux pas donner leur nom malheureusement, mais qui disent je n'enlèverai pas le vocal, mais il faut que je sois prêt. Parce que si demain,
j'ai un mal-être dans mon personnel, il faut que je commence à leur présenter des solutions de substitution. Et je pense que l'après-Covid, et je suis assez violent, tous les gens qui n'ont rien fait pendant le Covid, rien fait avant, et qui aujourd'hui ne prennent pas les virages techno, à la deuxième vague, ils vont mourir. Parce qu'il y aura de vraies problématiques aujourd'hui qui vont être majeures. Eh bien, c'est le mot de la fin. On va rester optimiste et ouvert donc, sur toute nouvelle technologie. Merci infiniment, merci madame, merci messieurs. Merci à beaucoup. vous. Les Merci. jours, merci, c'était très intéressant. En tout cas, les journées internationales et digitales continuent, bien entendu. On fait une petite pause. Cela continue avec d'autres webinaires, d'autres rendez-vous, d'autres surprises. Et n'oublions pas que nous nous retrouvons toute la journée, demain également, avec également Joël de Ronet qui sera notre invité. Merci de votre fidélité. À tout à l'heure.